Les gardiens de la révolution islamique sanguinaire sont entrés dans une phase encore plus dure en Iran. Ce lundi 4 mai 2026, des rapports font état de nouvelles attaques contre des membres et des structures liées au régime, alors que Téhéran tente de dissimuler des signes d'usure interne et, en même temps, fait face à la pression militaire brutale des États-Unis dans le détroit d'Ormuz. La garde immortelle apparaît ici comme une force de résistance montrant que le régime ne contrôle plus tout, ni les rues, ni les bases, ni l'information. Je vais tout te raconter dans un instant, mais abonne-toi à la chaîne pour rester informé en temps réel avec une qualité journalistique inégalée. La référence en matière de crédibilité, Milson Alves. Le point central est simple. La garde révolutionnaire, qui pendant des décennies a été le bras le plus redouté du régime iranien, est maintenant attaquée à l'intérieur même de la nation qu'elle avait juré de contrôler. Ces derniers jours, des rapports ont fait état d'actions dans des villes comme Yazd, Zanjan, Kazvin et des zones proches de Téhéran. Une partie de ces informations circule encore dans des contextes de guerre, avec des versions différentes et une difficulté de confirmation totale, mais le constat général est clair, la peur a changé de camp. La structure qui surveillait, arrêtait et étouffait la population tente maintenant de découvrir d'où viendra le prochain coup. À Zanjan, l'explosion qui a tué 14 membres des gardiens de la Révolution est devenue un symbole de cette nouvelle phase. La version officielle a tenté de présenter l'affaire comme un accident impliquant des explosifs restants. Des attaques précédentes, mais le propre compte rendu public de l'épisode montre l'ampleur des dégâts politiques pour le régime. Des agents tués en une seule fois au milieu d'une guerre de l'information et de soupçons de suicide, sabotage. La nouvelle est apparue liée à des rapports de l'Associated Press concernant la mort de ces membres de la garde révolutionnaire lors de l'explosion de bombes restées sur place après des attaques. Parallèlement, l'attention s'est également portée sur le Sistan et Baloutchistan, où un véhicule de la garde révolutionnaire a été la cible d'hommes armés à Aski, selon un rapport basé sur l'agence Tasnim. La version iranienne affirme qu'il n'y a pas eu de mort et que les assaillants ont pris la fuite, mais l'enjeu politique est ailleurs. Même dans des régions surveillées, la garde révolutionnaire est désormais devenue une cible directe. Ce ne sont plus de simples protestations individuelles. La garde révolutionnaire, habituée à la violence, voit le régime désormais visé par des actions contre son propre appareil sécuritaire. La garde immortelle, mentionnée par des chaînes d'opposition, dénonce les attaques dans un message. L'idée est de montrer aux Iraniens que le régime peut bloquer Internet, surveiller les appels, encercler les quartiers et installer des postes de contrôle, mais qu'il ne parvient pas à faire taire tout le monde. L'Associated Press a signalé la combustion de symboles et la présence de bombes. Je me demande si cela sert de communication dans un pays où la liberté d'expression est limitée. Quand l'État contrôle le réseau, la rue devient un message. Ce scénario prend de l'ampleur parce que la répression en Iran n'a pas diminué pendant la guerre, bien au contraire. L'Organisation des Nations Unies a déclaré que l'Iran a exécuté au moins 21 personnes depuis le début de la guerre avec les États-Unis et Israël, en plus d'avoir arrêté plus de 4000 personnes pour des accusations liées à la sécurité nationale. Parmi les cas cités, il y a eu des exécutions liées aux manifestations de janvier, des accusations d'opposition et d'espionnage. Ce même lundi, la presse internationale a également rapporté que l'Iran a exécuté 3 hommes accusés d'implication dans les manifestations contre le gouvernement qui ont secoué la nation en décembre et janvier. Les autorités iraniennes affirment que les condamnés ont participé à des actes de violence et à la mort d'un agent de sécurité. Mais des groupes de défense des droits de l'homme continuent de dénoncer des procès bâclés, des aveux forcés et l'utilisation de la peine de mort comme instrument de peur. C'est là que la crise interne rencontre la crise externe. Tandis que Téhéran met la population sous pression à l'intérieur du pays, Trump met le régime sous pression de l'extérieur. Le président des États-Unis a rejeté la dernière proposition de l'Iran pour mettre fin à la guerre, qualifiant les conditions d'inacceptables. Le plan iranien, en 14 points, prévoyait de mettre fin au combat, d'ouvrir le détroit d'Ormuz dans un délai de 30 jours et de laisser la question nucléaire pour plus tard. Washington n'a pas accepté cette logique, car le cœur du différend reste précisément le programme nucléaire iranien. Le refus de Trump a un impact direct. Pour le régime, il serait plus simple de discuter de la guerre maintenant et de reporter la question nucléaire.
Pour les États-Unis, cela donnerait à Téhéran l'occasion de gagner du temps, de réorganiser ses forces et de garder le point le plus sensible hors des négociations. C'est pourquoi la Maison-Blanche continue de faire pression. Le message est clair, il ne suffit pas d'ouvrir le détroit d'Ormuz si le cœur du problème reste intact. En mer, la situation s'est également aggravée. Les États-Unis se disent prêts à escorter des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz, tentant ainsi de briser le blocus qui touche l'économie mondiale. Le Centre conjoint d'information maritime a conseillé aux expéditeurs et aux navires de traverser du côté d'Oman, dans une zone de sécurité renforcée. L'opération pourrait impliquer des destroyers, plus de 100 avions et 15 000 militaires. L'Iran a répondu par une menace ouverte. Selon Reuters, la télévision d'État iranienne a affirmé que la marine avait empêché des navires américains sionistes d'entrer dans le détroit d'Ormuz. Pendant ce temps, l'agence Fars a déclaré que 2 missiles avaient touché un navire américain près de Jasc. Reuters a souligné qu'elle n'avait pas pu vérifier ces informations de manière indépendante et qu'il n'y avait pas de réaction immédiate de Washington à ce moment-là. Même ainsi, l'avertissement militaire iranien était clair. Les forces étrangères qui tenteraient d'entrer dans le passage pourraient être attaquées. Cette pression maritime est décisive car Ormuz n'est pas seulement une route, c'est une artère de l'énergie mondiale. L'économie du régime est prise en étau des deux côtés, elle perd de la marge en mer et la rue perd son calme. L'Associated Press a également rapporté que le blocus des États-Unis contre les ports iraniens a conduit au renvoi de 49 navires commerciaux selon le commandement central. L'objectif est de contraindre Téhéran à négocier en position de faiblesse. À l'intérieur de Téhéran, la garde révolutionnaire a gagné encore plus de pouvoir depuis le début de la guerre. Reuters a rapporté qu'après la mort d'Ali Khamenei le premier jour de l'affrontement et l'élévation de Mojtaba Khamenei, le véritable pouvoir est devenu plus concentré entre les mains des commandants de la garde révolutionnaire et des structures de sécurité. Le nouveau dirigeant apparaît davantage comme une figure de validation que comme un commandant absolu. Cela explique pourquoi la répression s'est intensifiée. Lorsqu'une élite militaire s'installe au centre du pouvoir, elle a tendance à considérer toute critique comme une menace de guerre. Le manifestant devient un ennemi, le journaliste devient un agent étranger. Internet devient suspect, la famille qui demande des nouvelles d'un détenu devient une cible. Le régime tente de maintenir l'apparence du contrôle, mais chaque nouvelle exécution et chaque nouvelle arrestation montre le contraire. Celui qui gouverne par la force doit utiliser de plus en plus de force pour se maintenir. La garde révolutionnaire est née précisément pour cela. Créée par Ruhollah Khamenei en avril 1979, elle a été fondée pour organiser des forces paramilitaires fidèles à la révolution iranienne et servir de contrepoids à l'armée régulière. Avec le temps, elle est devenue la structure la plus puissante des forces armées iraniennes, subordonnée au guide suprême et de plus en plus enracinée dans la sécurité, l'économie et la politique. L'histoire montre que cette force n'a pas grandi pour protéger le peuple, mais pour protéger le régime. En 2009, lorsque des millions d'Iraniens ont contesté la réélection de Mahmoud Ahmadinejad et dénoncé une fraude, la réponse a été la répression. La journaliste britannique note que la réaction du gouvernement a démontré la suprématie des gardiens de la révolution sur la population et a consolidé la victoire officielle malgré les accusations. Cet épisode a donné une leçon dure. Lorsque le vote menace le système envoie la garde dans les rues. Le même schéma est apparu après la mort de Mahmoud Ahmadinejad en 2022. La population est redescendue dans la rue contre la police des mœurs et contre les règles imposées aux femmes. Le régime a répondu par des arrestations, des procès douteux et des exécutions. Maintenant, en 2026, la différence est que la répression se déroule dans le cadre d'une guerre plus vaste, avec un accès limité à Internet et une pression économique. L'histoire d'autres nations montre que les régimes fondés sur la police politique peuvent sembler solides jusqu'au moment où ils commencent à se fissurer de l'intérieur. En Roumanie, Nicolae Ceausescu dirigeait un état de surveillance soutenu par la Securitate, mais son régime s'est effondré en 1989 après avoir ordonné la répression contre les manifestants à Timișoara. Les manifestations se sont étendues à Bucarest et l'armée a fini par abandonner le dictateur. Lorsque la force qui entretient la peur perd le contrôle de la rue, tout le système peut s'effondrer rapidement. D'autres exemples aident également à comprendre le danger pour Téhéran.
Les dictatures qui bloquent l'information, contrôlent les tribunaux et traitent l'opposition comme un crime peuvent survivre longtemps, mais elles en paient le prix, elles perdent la confiance sociale. C'est là le point sensible de l'Iran en ce moment. La garde révolutionnaire a encore des armes, de l'argent, des prisons et des réseaux à l'étranger, mais elle ne peut plus cacher qu'elle est devenue une cible dans son propre pays. C'est pourquoi les attaques attribuées à la garde immortelle ont un impact symbolique aussi fort. Ils apparaissent au moment où la population est inquiète, où Internet est surveillé, où les manifestations sont réprimées et où les négociateurs iraniens essaient de gagner du temps à l'étranger. Le message qui circule parmi les opposants est direct. Même si le régime essaie de fermer toutes les portes, il y a de la résistance à l'intérieur même du territoire iranien. En même temps, Trump augmente le coût de survie du régime. Le rejet de l'accord iranien, l'opération pour guider les navires dans le détroit d'Ormuz et le blocus des ports exercent une pression sur la garde révolutionnaire à l'endroit qu'elle craint le plus, la perte de contrôle. Téhéran voulait séparer la guerre, la mer et le nucléaire. Washington veut tout mettre sur la même addition. Et cette addition augmente à chaque navire immobilisé, à chaque exécution dénoncée et à chaque attaque interne contre les agents du régime. Au final, ce qui apparaît, c'est une crise sur deux fronts. À l'extérieur, les États-Unis poussent l'Iran contre le mur dans le détroit d'Ormuz et lors des négociations. À l'intérieur, la garde révolutionnaire fait face à des rapports de sabotage, d'attaque et de désobéissance organisée. La garde immortelle lance ses signaux et la garde révolutionnaire découvre que contrôler une nation par la peur ne signifie pas contrôler l'avenir. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé en disant la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté de Milson Alves.